Bonjour Éric Prérat, vous Bonjour. êtes philosophe, vous enseignez à l'Université de Lorraine et vous avez écrit essentiellement autour de l'éthique, la morale et la déontologie des enseignants. Alors, vous êtes très attaché à la dimension morale ou éthique, on voudra, de la relation enseignante. Et aujourd'hui, vous avez publié un petit livre qui s'appelle Éduquer avec tact. Auparavant, vous avez travaillé sur la sanction éducative, sur la déontologie des enseignants, et cette fois-ci, comment dire, le titre un peu inhabituel a tout de suite éveillé l'intérêt du lecteur. Et donc, notre entretien portera essentiellement autour de, pas seulement ce livre, mais autour de la notion même de éduquer avec tact. Alors, c'est un mot qu'on emploie plutôt avec un peu désuet quand même, un peu passé de mode, si je puis dire. Ça. Mais en même temps, vous dites que c'est une vertu. Alors, une vertu au sens noble de Vladimir Jankélévitch, dans le traité des vertus. Mais la réflexion sur les vertus a été renouvelée récemment par Carlo Ossola, qui est professeur au Collège de France et que nous avons accueilli l'an dernier à Cité Philo, qui parle des vertus modestes. Vertus modestes, la politesse, l'affabilité, la franchise, la prévenance, bref, tout ce qui rend le commerce humain agréable. Voilà. Pour vous, le tact est une vertu de relation et on parle beaucoup de relations dans la relation de soins, par exemple, notamment tous les gens qui ont écrit et qui continuent à travailler autour de la notion de care dans le soin. Mais qu'en est-il dans l'enseignement ? Et vous dites que cette notion, cette vertu de tact serait quasiment absente de l'enseignement. Que voulez-vous dire ? Alors c'est vrai que c'est une vertu oubliée, le tact, et j'essaye effectivement de la faire entrer dans le panthéon des vertus morales, ce que ne fait pas la tradition philosophique. Au mieux, elle considère le tact comme une habileté relationnelle, et je pense que si elle accorde peu de crédit au tact, c'est précisément parce que le tact n'a pas de versant politique, comme la vertu de justice ou la vertu de tolérance. Il n'a pas non plus ce côté spectaculaire que peut avoir la vertu de courage et encore moins, si je puis dire, la grandeur et le prestige de la générosité et de l'humilité. Mais le tact n'en est pas moins vertu. Alors, ce n'est pas tout à fait l'empathie, je voudrais faire cette précision-là, parce que l'empathie ne me semble pas être une vertu, mais plutôt une capacité. Et si on veut préciser cette notion d'empathie, il faudrait l'adjectiver. Il y a une empathie intellectuelle et puis une empathie morale. Alors, l'empathie intellectuelle, c'est cette capacité à penser ce que l'autre pense ou ce qu'il a pu penser. Et l'empathie morale, c'est cette capacité de ressentir, d'éprouver ce que l'autre éprouve ou a pu éprouvé jadis. Donc l'empathie est un ingrédient du tact, si je puis dire, mais on ne peut pas réduire le tact à cette capacité à ressentir. Il est aussi une aptitude à agir et une aptitude à agir de manière appropriée. Il y a donc dans le tact une intelligence des situations. Et vous avez tout à fait raison, c'est une vertu modeste. C'est Carlo Ossola auquel vous faisiez référence dans ce beau petit livre publié en début d'année qui s'appelle les vertus communes, fait l'éloge de la discrétion, de la franchise, de la bonhomie. Il aurait très bien pu faire aussi l'éloge du tact, car le tact est une vertu commune et pour parler comme Carlo Ossola, c'est une vertu du quotidien. Alors, j'insiste, c'est vrai, sur cet aspect que le tact me semble être la vertu relationnelle par excellence, parce que avoir du tact, c'est avoir le sens de l'adresse et le sens de l'à-propos. Le
le sens de l'adresse, c'est-à-dire quand je parle à Paul, je ne parle pas à Jacqueline, et quand je parle à Jacqueline, je ne parle pas à Mohamed. Et en même temps qu'il est un sens de l'adresse, il est aussi un sens de la propos, de ce que je vais dire, de la manière dont je vais le dire, peut-être de ce que je vais me refuser à dire. C'est donc la vertu du comment, le tact. Comment on fait, comment on dit les choses. Et vous savez, en éducation, la manière dont on dit ou dont on fait les choses, c'est tout aussi important que ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et en écrivant il y a quelques années déjà la morale du professeur, j'avais été frappé de voir l'importance du tact dans les métiers du soin, de la médecine, de la santé, et son absence quasi totale dans les métiers de l'éducation et de l'enseignement. Le monde de l'éducation ignore le tact, le monde de l'enseignement ignore le tact. Alors il faudrait plutôt dire que le monde de l'enseignement a oublié le tact. Parce que au début du 19e siècle, un philosophe allemand qui s'appelle Johann Friedrich Herbart, digne successeur de Kant à Königsberg, alors un peu oublié parce que quand on est coincé entre Kant et Hegel, la vie est difficile. Mais en tout cas, Johann Friedrich Herbart, dans un ouvrage qu'il publie en 1807, Allgemeine Pädagogik, pédagogie générale, dit que le tact est un talent pédagogique. Et donc, dans le petit livre Éduquer avec tact, je suis la voix qu'il esquisse. Je pense effectivement que le tact est un talent pédagogique. Alors, je précise que le tact est un talent pédagogique. Il n'y a pas deux tacts, il n'y a pas un tact éthique et puis un tact pédagogique, c'est plutôt un usage pédagogique d'une disposition qui est originairement éthique. Et c'est un talent pédagogique parce qu'effectivement, le tact, c'est cette capacité que l'on a à saisir de manière extrêmement rapide une situation et à pouvoir répondre de manière ajustée, de manière appropriée. Donc, le tact est un talent pédagogique. Il y a une sorte de plasticité, de souplesse dans le tact. J'aime beaucoup cette formule de Montaigne qui disait avoir une âme à divers étages pour illustrer cette souplesse, cette plasticité que certaines personnes peuvent avoir dans la relation. Donc, le tact est une disposition éthique et c'est aussi un talent pédagogique parce que, voyez-vous, enseigner, c'est marier deux choses finalement, une sorte de programmation, de planification méthodique, on prépare son cours, on regarde comment les choses vont se passer, et puis c'est savoir aussi réagir en direct en s'ajustant à des situations très inattendues, très, très imprévues. Et donc le tact est donc bien une vertu pédagogique. Alors, ça suppose aussi la vertu, c'est-à-dire la capacité à répondre, la capacité à réagir, comme vous le dites, à de l'imprévu finalement, une sorte de capacité de juger également. Qu'est-ce que je dois faire dans cette circonstance et ne pas tomber dans le travers de la colère ou de l'agressivité ou qui aboutit vite à du manque de respect. Voilà. Et vous avez à l'instant prononcé le mot comment. Et il y a beaucoup d'auteurs qui définissent l'éthique comme l'art du comment. Comment dois-je accueillir, comment dois-je m'exprimer, etc. Et vous avez vous-même prononcé le mot éthique. Or, aujourd'hui, vous savez sans doute comme moi qu'il y a une inflation du mot éthique. Il y a bien d'autres inflations d'ailleurs, mais celle-ci en particulier. La difficulté sera en philosophie est rajoutée encore du fait que éthique et morale sont parfois opposées, parfois confondues, et pas mal de gens se donnent beaucoup de peine pour distinguer éthique et morale, qui ont le même sens si on prend l'étymologie, le sens de mœurs, et voilà. Et donc si l'étymologie ne nous est d'aucun secours, qu'est-ce que c'est pour vous l'éthique ou la morale? Toujours, et en particulier dans la relation enseignante. Oui, alors j'incline à penser qu'il n'est pas pertinent
d'un point de vue heuristique, de distinguer éthique et morale. Et pour tout dire, cette distinction éthique et morale est initiée en France dans les années 90, dans les années 70, pardon, à partir des travaux d'Éric Weil et de Paul Ricoeur, mais c'est une distinction qui n'a pas eu lieu dans la tradition anglo-saxonne. Et on peut dire que la distinction qui s'institue en France dans les années 70-80 entre éthique et morale consiste d'un côté à renvoyer la morale du côté des prescriptions, du côté des normes morales. Tu ne mentiras pas, tu ne maltraiteras pas autrui, tu tiendras tes promesses, et renvoyant l'éthique plutôt du côté de l'interrogation, la capacité à interroger, réinterroger ces normes morales pour voir comment on peut les appliquer dans des contextes singuliers, dans des contextes originaux. Et pour ma part, je rejoins Ruven Augien, Monique Cantos-Perber, Michaela Marzano, Alain Renaud et d'autres philosophes moraux pour dire qu'il n'est ni utile ni probant au plan heuristique de distinguer éthique et morale. Pour moi, l'éthique, c'est la morale et la morale, c'est l'éthique. Et vous l'avez dit, d'un point de vue de l'étymologie, moralia, moralis n'est jamais que la traduction de ta ethica qui renvoie à l'idée des mœurs. Alors, je définirais pour ma part l'éthique ou la morale, j'aimerais bien la définition de Deleuze qui nous dit c'est d'être à la hauteur de ce qui nous arrive, et je trouve cette définition magnifique. Pour ma part, je définirais très modestement l'éthique ou la morale comme la manière attentive et respectueuse de se rapporter à autrui. Pour moi, l'éthique, la morale, c'est la manière attentive, la manière respectueuse de se rapporter à autrui, et il ne faut oublier aucun des deux adjectifs. Respectueuse des droits, des prérogatives, des demandes de l'autre, et en même temps attentive à sa fragilité, à sa vulnérabilité. Il y a un double souci pour moi dans l'éthique, dans la morale. Il y a un souci de respect, un souci de soin, un souci de justice et un souci de care. Donc voilà ce que je dirais. Et peut-être si je peux prolonger, en revanche, je ferai une distinction entre d'un côté l'éthique et la morale et de l'autre côté la déontologie d'une profession. Alors, je ferai assurément ici une distinction. Et si je devais définir ce qu'est une déontologie professionnelle, on en parle beaucoup ces derniers temps, je dirais qu'une déontologie professionnelle, c'est un ensemble de normes, de recommandations auxquelles des professionnels entendent se soumettre librement dans l'exercice de leur profession. C'est ça pour moi une déontologie professionnelle, un ensemble de normes et de recommandations auxquelles des professionnels entendent se soumettre librement dans l'exercice de leur profession. C'est-à-dire pour moi, il n'y a rien de plus étranger, et pourtant c'est une idée qui ne cesse de circuler, il n'y a rien de plus étranger à l'idée déontologique que l'idée d'un cadre qui serait au-dessus de nous, en apesanteur, et qui normerait, formaliserait, formaterait les pratiques professionnelles. Je crois qu'il n'y a rien de plus étranger, sauf à ignorer ce qu'est l'idée d'une déontologie professionnelle, que de la penser de la sorte. Alors, pour la préciser un peu, cette idée de déontologie professionnelle, parce que quand on a dit ensemble de normes et de recommandations auxquelles des professionnels entendent se soumettre librement pour mener leur tâche de la meilleure manière qui soit, on a dit quelque chose, mais on n'a pas dit grand-chose. Les définitions, cette définition, comme toutes les définitions, sont peu loquaces. L'intérêt d'une définition, c'est que ça cristallise du sens, mais c'est pas toujours très bavard. Et moi, je propose de compléter cette définition par une réflexion sur les fonctions, être fonctionnaliste sur cette question. Oui, à quoi ça sert une déontologie professionnelle? À quoi ça sert? Quelle fonction remplit une déontologie au sein d'une profession? Et voyez-vous, une déontologie remplit trois grandes fonctions au sein d'une profession. La première de ces fonctions, c'est une fonction identitaire. Je veux dire par là que c'est toujours un texte qui, in fine, tente de répondre à la question quid. Qu'est-ce que bâtir pour un architecte? Qu'est-ce que prodiguer des soins pour un médecin? Qu'est-ce que défendre pour un avocat? Qu'est-ce qu'informer pour un journaliste? Qu'est-ce qu'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'enseigner à l'heure de la post-vérité? Qu'est-ce qu'enseigner dans l'école de la République? D'où l'on voit qu'une déontologie a une fonction identitaire. Elle est beaucoup plus ample qu'une éthique parce qu'elle définit une identité professionnelle. Il est
inexact de dire, comme certains le disent, qu'une déontologie est une éthique écrite, qu'une déontologie est une éthique professionnelle, une morale professionnelle qui a été codifiée, qui a été écrite. Non, c'est beaucoup plus ample que cela. La deuxième grande fonction, c'est qu'elle facilite l'engagement collectif. Une déontologie, c'est un ensemble de repères, c'est un ensemble de balises qui sont données à des professionnels pour faciliter la décision et faciliter l'engagement dans l'action. Donc, elle est là pour faciliter l'engagement dans l'action, et c'est en ce sens que j'ai pu dire qu'une déontologie professionnelle est une sorte de sagesse collective, finalement, quand on regarde bien, qui est issue des débats qui ne cessent de traverser ou de travailler une profession. Et puis, il a une troisième grande fonction, une déontologie professionnelle, c'est qu'elle est là pour moraliser les pratiques professionnelles. Et là, on retrouve la question de l'éthique. Et là, on retrouve la question de l'éthique. Parce qu'il y a effectivement, dans toute pratique professionnelle, des pratiques qui sont douteuses, inacceptables, illégitimes, et d'autres qui sont parfaitement recommandables. Dans toute profession, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Dans toute profession, il y a des choses à faire et d'autres qui sont contraires à l'honneur, à la dignité de la profession. Et donc, dans sa partie éthique, dans les normes morales qu'elle explicite, une déontologie, mais encore une fois, il y a d'autres normes que des normes morales dans une déontologie professionnelle. Il y a des normes techniques, il y a des normes professionnelles. Mais en tout cas, dans les normes morales qu'elle explicite, elle est une sorte de point d'appui sur lequel le professionnel peut s'appuyer pour se maintenir dans une forme de posture morale. Car, voyez-vous, l'éthique et l'éthique enseignante et l'éthique professorale est toujours fragile, elle est toujours vacillante, parce que dans le métier de professeur, et on pourrait dire dans le métier d'éducateur, au-delà du métier de professeur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de Sisyphe. Faire, refaire, encore refaire, toujours refaire, et c'est l'usure du même, qui d'une autre manière est l'usure du temps. Durer, tenir, rester fidèle. Et il me semble que pour se maintenir dans une forme de constance éthique, c'est-à-dire dans cette capacité à être respectueux et attentif à l'endroit d'autrui, un professeur a besoin certes d'une détermination subjective, de vouloir être à la hauteur, mais il a besoin aussi de s'appuyer sur le comportement honorable, respectable d'une grande majorité de collègues, et de pouvoir aussi s'appuyer sur quelques repères déontologiques. Je vous entends bien et je partage ce souci, mais j'ai envie de dire que dans la réalité, souvent, les enseignants sont amenés à intervenir dans des situations difficiles. Et la fonction identitaire dont vous parliez à l'instant, je l'entends bien, mais l'identité de l'enseignant, elle est complètement éclatée aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est la même chose de travailler dans un lycée professionnel ou un collège dans une zone dite sensible ou dans un lycée beaucoup plus classique, sélectif, etc. Il y a quand même cet élément, disons, de difficulté, barre de souffrance, dans certains cas, qu'on ne peut pas éluder. Et puis d'autre part, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la dimension collective de la déontologie. Mais justement, on peut se demander, en tout cas ça vient aussi de mon expérience d'enseignant, qui est déjà ancienne, mais les collectifs, est-ce qu'ils ne sont pas menacés maintenant dans la vie de l'enseignant? Alors oui, je fais juste retour sur ce que vous disiez au début. Sans aucun doute qu'enseigner dans un lycée professionnel de banlieue ou enseigner dans un lycée de cœur de ville, ce sont des tâches qui sont différentes. Même s'il n'en reste pas moins que par-delà ces différences,
ce sont toujours deux professeurs finalement qui enseignent certes dans des contextes, dans des situations différentes, mais il n'en reste pas moins des passeurs d'humanité, comme dirait Peggy. Alors, oui, les collectifs sont effectivement, à mon avis, menacés. Et moi, je milite pour une déontologie professionnelle dans le monde de l'enseignement pour plusieurs raisons, pour au moins 4 grandes raisons que je voulais décliner, en commençant par celle que vous indiquez un peu. Il me semble qu'une déontologie professionnelle permet de réunifier, réaffirmer l'unité et la cohésion du corps professoral, d'un corps professoral autour de quelques grands principes énoncés et annoncés. Il faut bien comprendre que l'appartenance à une profession devient difficile, fragile, délicate, périlleuse même, on peut dire, si elle repose de moins en moins sur un ensemble d'habitus partagés. Et les habitus, ce sont des règles de perception et d'action qui sont endogénéisées, internalisées. Donc, quand ces habitus se rétrécissent, diminuent, il convient précisément d'expliciter un certain nombre de règles. Et je crois que lorsqu'une profession repose de moins en moins sur un implicite partagé, car c'est bien ça, quand les habitus se rétrécissent, elles reposent de moins en moins sur un implicite partagé, alors il faut expliciter un certain nombre de choses. Et il est vrai, vous avez raison, que dans le corps professoral français, on n'a plus les mêmes convictions politiques, culturelles, plus les mêmes conceptions éducatives, plus les mêmes conceptions pédagogiques, peut-être même plus la même idée sur ce que peut être le sens même de l'école. Et donc, le corps professoral est pluriel. Il est pluriel au même sens que la société est elle-même plurielle. Et donc, s'il devient difficile de faire fond sur un implicite commun, il faut expliciter un certain nombre de règles du jeu. C'est un paradoxe qu'avait déjà énoncé Durkheim en disant plus nous sommes différents, plus nous avons besoin de règles. Et il me semble qu'une des raisons majeures, et c'est sans doute la première raison qui milite aujourd'hui pour l'introduction d'une déontologie dans les métiers de l'enseignement, c'est qu'elle permettrait de réactiver le sentiment d'appartenance à un corps et au-delà de cette réactivation du sentiment d'appartenance à un corps, de réaffirmer l'unité d'une profession autour de quelques grands principes annoncés et partagés. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a d'autres raisons qui militent en faveur de l'adoption d'une déontologie dans le monde de l'enseignement, et on les minore peut-être un peu. La seconde raison, c'est la garantie juridique. Nous sommes, comme le disait Joël Roman, dans une société de plaignants aujourd'hui, c'est-à-dire dans une société où on aime bien se plaindre et où on porte plainte encore plus volontiers, si je puis dire. Et il me semble qu'une déontologie pourrait offrir une garantie juridique. Alors ça peut sembler totalement paradoxal parce que une déontologie a un caractère un peu formel et on peut penser évidemment que se doter d'une déontologie, c'est faire un pas de plus dans le processus de juridisation de nos sociétés. Je pense précisément que c'est tout le contraire, qu'il faut penser les choses totalement différemment. C'est à tout l'inverse qu'il faut penser. Parce que, voyez-vous, une déontologie, en définissant la compétence en termes d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'en disant, voilà, dans certaines situations, il est prudent de ne pas faire ceci. Dans telle autre, il serait au contraire intéressant ou pertinent de faire cette chose. Elle travaille une déontologie à maintenir aussi séparée, aussi dissociée, aussi distincte que possible l'échec de la faute. Oui, une déontologie travaille fondamentalement à dissocier, à séparer l'échec de la faute. L'échec qui est ce qui peut inévitablement arriver, comme disait ma grand-mère, il y a ceux qui ne font rien, qui n'échouent jamais et qui ne se trompent jamais. Donc, on peut toujours échouer, c'est inévitable. Et de l'autre côté, ce qui est la faute, qui est de l'ordre de la malveillance, qui est de l'ordre de la négligence et qui est d'ordre de la négligence. Et il me semble que se prémunir contre la poussée judiciaire ambiante, c'est précisément rendre aussi étanche que possible cette catégorie de l'échec et cette catégorie de la faute. Et il me semble qu'une déontologie travaille à rendre aussi étanche que possible l'échec de la faute. Et en ce sens, elle est contraire à ce que l'on pourrait appeler les logiques assurantielles. Je pense ici aux assurances et aux enjeux financiers.
Et on voit bien comment les logiques assurantielles, pour des raisons de gros sous, si je puis dire, font tout pour, au contraire, organiser une sorte de continuum qui va de l'échec vers la faute, de sorte que derrière tout échec, il y aurait déjà une faute. Et alors, le tour de force intellectuel qu'ont réussi à faire ce monde de l'assurance, c'est d'avoir trouvé le chaînon manquant, si je puis dire, pour passer de l'échec à la faute. C'est la notion de prise de risque indu, ce qui est merveilleux. Avec cette notion, on peut toujours trouver derrière tout échec une faute. Et donc, il me semble, c'est la deuxième grande raison qui milite aujourd'hui, me semble-t-il, en faveur d'une déontologie dans les métiers de l'enseignement, c'est qu'elle serait une manière de se prémunir contre la montée juridique. Il faut bien comprendre que les professeurs ne peuvent pas sortir de l'école pour appuyer sur le frein de la juridisation. Ce frein, il n'existe pas d'ailleurs. Donc, la seule manière, si je puis dire, c'est de se prémunir. Et puis, troisième grande raison, et là je fais retour sur ce que j'avais pu écrire dans la revue Esprit il y a presque 20 ans maintenant, sous le titre « La désacralisation de l'ordre scolaire », j'avais essayé de montrer que la légitimité de l'école a changé. Et c'est un bouleversement considérable, c'est une mutation notoire. Légitimité institutionnelle, je veux dire par là que les deux grandes missions de l'école républicaine, car l'école républicaine a deux grandes missions. D'une part, transmettre des savoirs, transmettre des contenus d'enseignement, des univers symboliques, des connaissances, et de l'autre, former l'homo politicus, former le citoyen, former celui qui va mettre son grain de sel et son grain de sable dans le débat public et politique. Ces deux grandes missions suffisaient jadis, il y a 3, 4, 5 décennies, c'est très difficile à dater, disons 4, 5 décennies, suffisait d'emblée à garantir l'école. La grandeur, la beauté, la noblesse de ces deux missions garantissaient d'emblée l'école. Et la manière dont l'école s'acquittait de sa tâche, de ses missions, si je puis dire, était l'objet d'un regard plutôt lointain. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. L'école doit dire comment elle s'y prend. L'école doit dire comment elle s'y prend pour s'acquitter de ses missions. Elle doit dire quel est son projet d'établissement. Elle doit dire quelles sont les prérogatives, les droits et les devoirs du chef d'établissement, du CPE. Elle doit dire quelles sont les procédures disciplinaires en usage. Elle doit dire quels sont ses résultats au bac, au brevet, à l'évaluation CM2, 6e. Donc, l'école n'est plus aujourd'hui garantie par la grandeur et la beauté de ses missions. Elle doit dire comment elle s'y prend. Et ce qui arrive à l'école arrive à toutes nos institutions. Il faut bien comprendre cela. Ça arrive à la police, protéger les biens, protéger les personnes, magnifique. Comment elle s'y prend, la police, pour s'acquitter de ses missions? L'hôpital, soulager, guérir, soulager les souffrances, magnifique. Comment l'hôpital s'y prend pour s'acquitter de ses missions? Donc, ce qui arrive à l'école arrive à toutes les institutions. Et on peut rêver un retour au statu quo ante, mais comme disait l'autre, quand on rêve, faut pas croire que l'on pense. Et il me semble qu'il n'y a pas de retour précisément aux décennies antérieures. Et puis, très brièvement, le quatrième argument qui milite, parce que je pense de toute façon que l'idée déontologique est inévitable, et je regrette qu'on ne le devance pas, qu'on ne la devance pas. La quatrième raison majeure, le quatrième argument que je pourrais avancer, c'est que ça permettrait de revitaliser le pacte de confiance école-famille. On ne compte plus aujourd'hui les analyses, les travaux sociologiques qui soulignent, précisent les crispations, les tensions entre le monde de l'école et les familles. On évoque souvent le terme de malentendu. Je pense ici à François Dubé. Or, l'école a besoin des familles. Parce que dans les familles se jouent les toutes premières transmissions, les transmissions morales, qui sont des transmissions premières et qui sont des transmissions décisives, comme le disait Hegel. Et il me semble que l'idée déontologique serait une manière de réengager, de renouer le débat, de renouer le dialogue avec les parents en ayant déjà fait le premier pas.
en disant aux parents, voilà ce sur quoi nous nous engageons. Voilà notre ministère. Voilà ce que nous sommes prêts à faire et signifiant en creux aux parents, et vous, qu'êtes-vous prêts à faire? Il me semble donc qu'il y a là une manière originale et sans doute pertinente de renouer le dialogue avec les parents, parce qu'au moment même où on s'engage à dialoguer avec eux, le corps professoral a déjà fait le premier pas. Et je termine juste de ces quelques mots en disant, si je devais défendre la thèse déontologique en quelques mots, vraiment en quelques mots, je dirais que quand on est dans un contexte où l'éthos professionnel est épais, prégnant, lourd, pour dire les choses plus simplement, quand on est dans un corps professionnel où les professionnels se ressemblent fortement les uns les autres, ont les mêmes convictions politiques, les mêmes convictions culturelles, les mêmes conceptions pédagogiques, le même sens de l'école. Et quand, dans le même moment, les usagers recourent très peu au droit pour arbitrer les conflits, pour arbitrer les désaccords, alors une déontologie, quand elle tombe du ciel, comme ce fut le cas dans les années 30 avec le Code Soleil, elle peut être suspectée d'être un outil de contrôle, elle peut être suspectée d'être un outil de disciplinarisation de la profession. Et c'était le cas dans les années 30. On avait des suspicions sur le degré de républicanisme des enseignants du premier degré. Mais voyez-vous, quand tout a changé, et c'est bien ça qui se passe, tout a changé. L'éthos partagé s'est éminemment rétréci, comme nous le disions tout à l'heure. À l'intérieur du corps professoral, on se ressemble de moins en moins. Et quand dans le même moment, les usagers recourent de plus en plus volontiers au droit pour arbitrer les conflits, pour arbitrer les désaccords, alors une déontologie change de valence fondamentalement. Elle devient protectrice du corps. C'est ça qu'il faut comprendre, et je suis très surpris que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce changement de données radical qui s'est opéré en quelques décennies, en 4, 5, 6 décennies peut-être. Oui. Alors, justement, ce que vous avez dit est très juste, et ça me rappelle, alors pardonnez-moi la trivialité du propos, mais quand j'ai débuté dans l'enseignement secondaire, mais il y a très longtemps, souvent les parents sont vécus comme des ennemis, et la déontologie se résumait à ce qu'on appelait la solidarité laïque, un papier que chaque enseignant doit signer, s'il le veut, en début d'année, et c'était présenté par les vieux routiers, les collègues, comme l'assurance anti-BAF. C'est-à-dire que il peut arriver qu'on donne des baffes, ce qui est vrai d'ailleurs, mais tout ce qu'on retenait à l'époque de la déontologie, c'était sa fonction de mise à couvert, quoi, tout simplement sa fonction assurantielle. Oui. Et pendant très longtemps, ça a été la conception dominante, quoi. C'est extrêmement pauvre. Maintenant, il y a aussi, si vous le signez tout à l'heure, la désinstitutionnalisation, qui est un processus complexe qui touche effectivement toutes les institutions, l'école, l'hôpital, tout. Et donc, on est un peu entraîné dans un courant où on manque de repères. Parmi les manques de repères, ce sera ma troisième question, il y a celui de, finalement, c'est l'identité, vous parliez un instant. C'est quoi enseigner? C'est quoi un prof? C'est quoi un bon prof? C'est quoi un prof? Est-ce que c'est quelqu'un qui a passé un concours difficile, qui l'a réussi, qui a été formé? Et donc on dirait que il faut une adéquation entre le diplôme et le savoir-faire. J'ai l'autorisation d'enseigner, d'où mon autorité, et c'est l'autorisation d'enseigner, et de manière à ce que je puisse faire un certain nombre de gestes professionnels. Mais en même temps, vous l'avez souligné, dans un établissement scolaire, il n'y a pas que des profs, il y a un conseiller d'éducation, il y a l'équipe de direction, le médecin, etc.
finalement, il y a une légitimité institutionnelle de l'enseignant. C'est-à-dire que dans ce paysage tourmenté, vous avez au moins deux discours. Celui qui dirait je suis là parce que j'ai réussi le concours, la CAPES, la grecque, et donc je sais enseigner. Et une autre légitimité qui est parfois réclamée à juste titre par les collègues non enseignants, je pense au CPE, qui sont souvent appelés par les profs pour résoudre un problème de maintien de l'ordre, on dirait. Et alors, donc les uns et les autres passent leur temps à s'ignorer, sauf quand il y a un problème. C'est ce qu'on entend dire souvent. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur la question de l'autorité, un professeur tient son autorité de l'institution au nom de laquelle il parle, et c'est pour ça que les critiques permanentes ou systématiques de l'institution peuvent être extrêmement dangereuses. Ça serait d'une certaine manière scier la branche sur laquelle le professeur est assis, mais il tient aussi son autorité d'un savoir-faire. Je le pense également très fortement. Donc il y a à la fois d'un côté l'institution au nom de laquelle il parle, et ça c'est garanti par le diplôme, par des savoirs, une connaissance qui ont été authentifiés, et d'un autre côté, il tient aussi son autorité d'un savoir-faire, d'une capacité à mettre en œuvre, à transmettre, à faire passer les savoirs dont il a la charge. Donc l'autorité professorale a une double source. Et vous avez raison, je reviens à ce que vous disiez au début sur la solidarité laïque, mais j'essaye de montrer pour ma part qu'une déontologie professorale, je fais juste un petit retour, permettrait des choses, sans doute d'offrir une garantie juridique, je l'ai évoqué, c'était mon argument numéro 2, mais de permettre également une unité du corps professoral, de rediscuter avec les parents, donc elle aurait des intérêts multiples, si je puis dire, et pas simplement un instrument de protection corporatiste. En tout cas, je ne l'envisage pas dans ce sens-là. Et il serait intéressant d'ailleurs de voir quelle forme elle pourrait prendre, cette déontologie. Et peut-être pour dire quelques mots sur cet aspect-là, parfois ça fait peur parce qu'on parle de code de déontologie. Voilà, c'était ma question suivante. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est vrai que le mot code renvoie au code de la route, au code pénal, alors ça donne un petit frisson dans le dos, cette affaire-là. Ça ne prend pas nécessairement la forme d'un code, ça peut être une charte, ça peut être un ensemble de repères. Et pour ma part, je milite, en tout cas très fortement, pour une déontologie minimale, pour un minimalisme déontologique. Et ce qui n'a rien à voir avec le minimalisme moral dont a pu parler Ruben Augien en 2007 dans l'éthique aujourd'hui. Ce que j'appelle, moi, une déontologie minimale ou un minimalisme déontologique, c'est une déontologie qui obéirait à 3 caractéristiques, à 3 critères. Le premier critère, ça serait pas trop de normes, pas trop de recommandations, un principe de sobriété normative. Ce qui n'a rien à voir avec un autre principe qui existe en philosophie morale, qui est le principe de parcimonie normative. Pour expliquer cette distinction parcimonie normative, sobriété normative, dans la philosophie morale, il existe ce principe de parcimonie normative qui nous dit qu'il est inutile et sottise et sauté d'obliger les gens à faire ce qu'ils aiment faire. Effectivement, ce qu'ils aiment faire, les gens s'arrangent pour le faire, il n'est pas utile de les contraindre à le faire. De même qu'il est inutile et sot d'interdire aux gens de faire ce qu'ils n'aiment pas faire. Évidemment, ce qu'ils n'aiment pas faire, ils vont tout faire pour ne pas le faire. Et donc, d'une certaine manière, ce principe de parcimonie normative fait la chasse aux normes inutiles. Il y a un magnifique sketch que je vous engage à regarder qui montre parfaitement ce qu'est une norme strictement inutile. C'est un sketch de Jean Poiret et de Michel Serrault qui s'appelle Le permis de conduire un orchestre. Et Michel Serrault est un grand chef d'orchestre dans ce sketch-là, qui est très bref, qui dure 4-5 minutes. Et Jean Poiret est un journaliste spécialiste des questions de musique. Et à un moment, Michel Serrault dit « Moi, dans mon orchestre, il est absolument interdit de jouer du hautbois et de fumer en même temps. »
Alors Jean Poiret le regarde et lui dit « C'est compliqué de jouer du hautbois et de fumer en même temps. C'est même pas possible. » Et il y a Serrault qui très froidement lui dit « C'est pas le problème de savoir si c'est possible ou non. Je vous dis que c'est interdit dans mon orchestre. » Donc là, vous avez une très belle illustration des normes inutiles et la parcimonie normative fait la chasse à ces normes inutiles. Moi, ce que je défends en défendant le principe de sobriété normative, ça serait pas trop de normes parce que trop de normes rendraient la déontologie peu maniable, peu applicable, peu opératoire. Ça, c'est mon premier principe. Le second principe, c'est que une déontologie professionnelle ne doit enfermer aucune norme extravagante, mais simplement des normes et des recommandations que le corps pourrait aisément endosser, que le corps pourrait aisément accepter. Et ce qui est en jeu ici, c'est la question de la stabilité, qui n'est pas une vertu des personnes, qui est plutôt une vertu des institutions, une vertu des dispositifs, et qui occupe une place majeure dans la philosophie de Rawls, cette question de la stabilité. Et Rawls dit quelque part dans sa théorie de la justice que des institutions justes sont dites stables lorsqu'elles peuvent faire facilement l'objet d'un consensus et de surcroît lorsqu'elles permettent d'acquérir un sens suffisant de la justice. Des institutions justes sont dites stables lorsqu'elles peuvent faire facilement l'objet d'un consensus et lorsqu'elles permettent d'acquérir un sens suffisant de la justice. On pourrait dire d'une déontologie qu'elle est stable lorsqu'elle peut faire facilement l'objet d'un consensus et lorsqu'elle permet de développer un sens suffisant du métier. Et donc, une déontologie ne nous dit pas finalement que les professionnels vont être des saints, elle nous dit qu'ils sont suffisamment moraux. Et puis, le troisième ingrédient, mon troisième principe qui définit le minimalisme déontologique, c'est qu'une déontologie professorale doit faire silence sur le professeur idéal. Voilà, on a cessé de nous parler pendant 20 ans dans les circulaires ce que c'est qu'un professeur idéal. Une déontologie professorale moderne ferait silence sur ce portrait, ce profil du professeur idéal, parce que l'excellence peut prendre plusieurs formes. Donc voilà mes trois principes qui donneraient corps à ce minimalisme déontologique, un principe de sobriété normative, pas trop de normes, pas trop de recommandations, un principe de stabilité, donc des normes qui puissent être raisonnablement endossées par l'ensemble du corps, et puis un principe d'abstention, se taire sur un prétendu professeur sublime et idéal qu'il faudrait à tout prix poursuivre. Alors, en vous écoutant, j'ai dans la tête la formule de Winnicott, la mère suffisamment bonne, hein, oui, absolument. traduite aussi par Joyce McDougall comme la mère adéquate sans plus, vous voyez. Oui, c'est un peu ça. Oui, je souscrirai tout à fait à ce que vous dites et à cette parole de Winnicott. Oui, c'est un doux délire de faire la promotion d'un professeur totalement fantasmatique qui n'existe pas. Et en plus, je crois que c'est attentatoire à la multiplicité des formes que peut prendre l'excellence. Et l'excellence a une seule forme. Nous-mêmes, quand on regarde nos professeurs, des professeurs très différents ont été pour nous des sources de bonheur et d'éveillement. Alors, vous définissez également dans vos livres la relation éducative, la posture de l'enseignant comme un métier, une pratique de la présence. Alors, je pousse ce mot-là pour des raisons philosophiques, mais pas seulement. Et vous distinguez être présent là, alors je suis là, dans tel établissement, dans telle classe que j'ai choisi ou pas, etc. Et en même temps, je suis présent à anwesend, je suis présent à, c'est-à-dire je suis présent à mes élèves. C'était très compliqué parce qu'il faut être présent à tous les élèves, à quelques-uns, sous quelle forme, etc. Et enfin, évidemment, je rajouterais être présent pour. On est présent pour faire quelque chose dans le métier, justement. Et donc, c'est
Est-ce que c'est là qu'il faut réorienter vers cette notion de présence la déontologie? Ce serait une manière de, je dirais pas de fonder, mais de donner du sens à justement cette là. Oui, tout à fait. Je définissais l'éthique, la morale comme cette capacité respectueuse et attentive de se rapporter à autrui. Si je devais plus précisément définir l'éthique professorale, je dirais qu'elle est une éthique de la présence, effectivement. Alors on pourrait la définir de deux manières. On pourrait d'un côté montrer qu'elle noue trois grandes vertus morales, trois grandes vertus éthiques. La justice, la bienveillance ou sollicitude, et je ne fais pas pour ma part de distinction entre sollicitude et bienveillance. Certains éthiciens pourraient sans doute faire une distinction entre bienveillance et sollicitude, et puis le tact. Et la vertu majeure est sans aucun doute la justice. Ce n'est pas la bienveillance, c'est la justice. Et il faudrait montrer d'ailleurs comment un professeur peut se rapporter de deux manières différentes à un élève. La justice se décline de deux manières différentes quand on est professeur, parce qu'on se rapporte à l'élève d'abord en tant qu'il est un sujet de droit. Il y a des droits de l'élève, par bonheur, depuis 1989. Il y a des droits de l'enfant depuis bien longtemps. Et donc, en tant qu'il se rapporte à un sujet de droit, le professeur juste respecte ses droits, même quand il a à sanctionner l'élève. Parce qu'il arrive parfois que les élèves fassent des bêtises et qu'il faille les sanctionner. Mais en même temps, il se rapporte à l'élève en tant qu'il est un sujet qui apprend. Et là, les élèves apparaissent comme très différents les uns des autres. Des élèves qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes envies de réussir, d'apprendre, qui n'ont pas eu les mêmes chances, qui n'ont pas eu les mêmes soutiens, les mêmes étayages, les mêmes aides dans la famille. Et donc, être juste pour un professeur, c'est en un second sens savoir faire marcher ce que j'appelle la dialectique de l'égalité et de l'inégalité. Égalité dans les attentes, dans les visées, mais inégalité dans les aides, dans les moyens, dans les soutiens, dans les étayages, égalité dans les attentes et inégalité dans l'accompagnement. Donc la justice, vertu majeure. Et puis la bienveillance ou sollicitude, qui est l'attention à la fragilité. On retrouverait cette deuxième composante dont je parlais. Et puis le tact, qui est le souci de la relation elle-même. Le tact, c'est le souci du lien. Alors, cette éthique, on peut l'appeler éthique de la présence. Oui, absolument. Et l'éthique professorale est fondamentalement une éthique de la présence. Alors, quelques mots sur cette idée de présence. Oui. Vous avez déjà évoqué les différents sens. La présence, c'est d'abord un art d'être présent. Présent à soi, présent aux autres, être en résonance avec la classe, avec le groupe avec lequel on travaille. On pourrait dire plus simplement être attentif. La présence, c'est aussi un art d'être au présent, d'être là, ici et maintenant, hic et nous, dans l'immédiate actualité de ce qui se déploie. On pourrait dire, pour dire les choses là aussi plus simplement, être disponible. C'est ça aussi la présence. Et puis la présence, c'est enfin un art du présent, un art du présent au sens du cadeau, de ce que l'on donne, ses connaissances, ses savoir-faire, son expérience. La présence, c'est une manière d'être. C'est une manière d'habiter la classe. Et c'est peut-être ainsi qu'on peut comprendre le grand philosophe Emmanuel Lévinas, qui vous est cher, qui dans Totalité et Infinie nous dit que le premier enseignement de l'enseignant, c'est sa présence même d'enseignant. Et je le crois vraiment. Et ce qu'il faut ajouter, à mon sens, c'est que cette éthique de la présence, c'est pas un supplément d'âme, c'est quelque chose qui est au cœur du professionnalisme enseignant. L'éthique permet le développement intellectuel et psychologique des élèves. Une posture éthique d'un professeur, d'un éducateur, permet le développement psychologique et intellectuel de celui qui lui fait face. Elle est vraiment au cœur du travail d'enseignement, de la tâche d'enseignement. Il n'y a pas de la didactique ou de la pédagogie et après de l'éthique, il y a une posture qui est d'emblée éthique et pédagogique. Et de tout ce que vous dites, et je partage entièrement, il n'y a pas d'éthique en dehors de la relation, en dehors de la relation autrui. Oui. Ça peut pas être un texte qui surplomberait la relation, qui serait entièrement normatif, comme vous disiez à l'instant. Mais cette façon de cultiver la présence, ou l'art d'être présent, est très intéressant, puisque vous citez Lévinas.
dans le même passage, dans le même chapitre de Totalité infinie, il dit que, en gros, l'histoire de la maïeutique socratique, le fait que on ait des réminiscences, que le savoir, on l'a déjà en soi, etc., qu'il suffirait de le faire accoucher. Lévinas dit, moi, je suis pas, enfin, je résume un gros trait, hein, qu'il n'est pas, il est en rupture avec ça, parce que pour lui, un savoir qui ne serait pas donné par l'autre n'est pas un vrai savoir. Oui, absolument. Je souscrirais à cette idée. Je pense de toute façon qu'il est quand même très difficile de soutenir jusqu'au bout la thèse de la maïeutique. Oui. Le savoir est toujours déjà là et d'une certaine manière, le professeur serait juste là pour réactiver quelque chose qui sommeille en nous. J'ai du mal à souscrire à cette thèse-là. Mais je crois effectivement que le savoir est marqué d'une profonde altérité et celui qui le porte, le professeur aussi, de même que vis-à-vis du professeur, l'élève est marqué d'une radicale altérité. La question qui serait importante de savoir, c'est comment on peut former à la présence. Alors voilà. Et j'avoue que c'est une véritable énigme pour moi, cette question-là. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution, mais peut-être, je sais pas, vous me direz, vous en avez peut-être une. Je pense que on ne peut être sensible à l'idée de présence que si l'on rencontre des gens qui sont doués de cette dimension-là. C'est comme le tact, je pense. Le tact, comment transmettre le tact? Je pense que le tact, on peut en acquérir un peu qu'en croisant des gens qui ont du tact. Je pense que c'est le voir-faire. Il y a une vertu du voir-faire. Et en voyant faire, et je me rappelle quand j'étais professeur à l'UFM, il y a déjà quelques décennies, j'emmenais de jeunes professeurs dans des classes, des maîtres formateurs. Voilà. Et je me contentais juste de montrer. Je n'aurais jamais pu faire moi-même ce que ces instituteurs, ces professeurs des écoles faisaient. J'essayais de montrer, de les rendre sensibles. Ça serait une vertu, voyez-vous, du formateur. Si des vertus du professeur, c'est la bienveillance, la justice et le tact, je pense qu'un formateur aurait ces trois vertus-là. Il en aurait peut-être une quatrième qui est l'humilité. Voilà une vertu du formateur, l'humilité au sens de Yankelevitch. L'humilité, c'est la conscience de tout ce que l'on n'est pas, quoi. Et quand on a cette conscience de tout ce que l'on n'est pas, évidemment, on tend à devenir humble. Pour aller dans votre sens, il m'est venu récemment une idée très simple. Hein. En réfléchissant à propos d'un texte d'Hannah Arendt que vous connaissez bien, qui est la crise de l'éducation, dans laquelle elle dit que l'adulte, l'enseignant, représente le monde pour l'enfant. Mais attention, je partage entièrement cette position. Mais je vous pose la question, l'enseignant, il doit un peu, d'une certaine manière, faire oublier sa présence. Pourquoi? Parce que s'il est celui qui présente le monde à travers sa seule personne, alors c'est pas le monde qu'il présente, c'est lui, professeur, parlant du monde. Et j'ai toujours trouvé cette situation assez paradoxale quand on fait un cours d'histoire ou de géographie. On a une carte, on montre les choses, etc. On demande à l'élève où est le nord, où est le sud, etc. Il y a une certaine manière d'être présent en essayant d'être modeste, en essayant de s'effacer devant ce qu'on présente. Oui, tout à fait. Peut-être dire avant sur Hannah Arendt que le monde, c'est pas la nature. Le monde, ce sont les œuvres, tout ce qui a été fabriqué de main d'homme. Et il faut que l'école soit ouverte sur le monde, pas sur la vie, contrairement à ce que peuvent dire certains pédagogues nouveaux, parfois un peu rapidement. L'école n'a pas à être ouverte sur la vie, elle a à être ouverte sur le monde. Ouais. Alors vous avez tout à fait raison, c'est une présence qui tente à s'éclipser d'une certaine manière. Mais peut-être que l'élève, la première chose qu'il voit avant de voir le monde, c'est qu'il en voit un de ses représentants. Et peut-être que cette médiation est une médiation dont on ne peut pas faire l'économie, voir d'abord
celui qui parle du monde avant de voir le monde. Cette médiation est peut-être indispensable, mais vous avez raison que c'est une présence qui tente à s'éclipser. C'est comme l'autorité. L'autorité, à la différence du pouvoir, c'est que l'autorité se termine un jour. C'est une de ses caractéristiques. On n'a pas vocation à être le professeur ad vitam aeternam de ses élèves. Donc, l'autorité est aussi quelque chose qui tend à s'éclipser. Je me rappelle, jadis, on disait de l'éducateur qui travaille à sa propre mort symbolique. Il me semble que c'est quelque chose de profondément juste. Le professeur travaille à s'éclipser et travaille à sa propre mort symbolique d'une certaine manière, tend à s'effacer. J'ai une dernière question à vous poser. On a parlé des différentes institutions qui environnent la famille, qui environnent l'école, la famille, l'entreprise, etc., le quartier, les copains, tout ça. L'école n'est plus toute seule, ne doit pas s'imaginer qu'elle est seule au monde, justement. Et finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire, ça répondrait à la fois à la question de la présence et de la légitimité de l'enseignant. C'est une question que le psychiatre Jean Oury disait souvent, demandez-vous d'abord, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Alors c'est rapide, mais est-ce que c'est pas ça finalement, à la fois pour l'élève, parce que vous avez des élèves qui se demandent vraiment ce qu'ils font là, pour des raisons diverses d'orientation, etc. Soit parce qu'on les humilie, on les oublie, on les met de côté, etc. Mais est-ce que ce serait pas aussi une question pour l'enseignant lui-même? Oui, bien sûr, oui. D'essayer de réfléchir à cette question, où sommes-nous quand nous sommes à l'école, et d'essayer de définir philosophiquement ce qu'était l'école. Et j'avais trouvé 4 propriétés, que c'était un lieu spécifique de transmission et de formation, l'école. Alors, oui, transmission, formation, tout le monde le voit, mais spécifique, parce que ce que l'on transmet est consigné dans des programmes, dans des curricula. C'était un lieu intermédiaire, l'école, un lieu qui est entre le monde domestique et le monde, ce monde, en monde de la production des biens et des services, ou en monde du débat public et politique. Fondamentalement, l'école, elle est intermédiaire. C'est ce que dit Hegel, c'est ce que dit Alain, c'est ce que dit Hannah Arendt dans l'espace pré-politique. Et donc, l'école est fondamentalement un lieu intermédiaire. Et précisément, donc, parce qu'elle est intermédiaire, on peut la réduire ni à la famille, c'est pas une grande famille, comme disait Durkheim, l'école, c'est ni une entreprise, ni un espace politique. Et puis, son troisième caractéristique, c'est qu'elle est un lieu d'exercice où on se prépare, où on s'entraîne, fondamentalement. Et la quatrième, c'est d'être un lieu hospitalier. L'école doit accueillir tout le monde, le blanc, le noir, le tordu, le malade. Et l'école est devenue aujourd'hui, me semble-t-il, le lieu de la conquête de soi, fondamentalement. Et lorsqu'un jeune se retrouve à l'école, et éprouve fondamentalement le sentiment qu'il n'est pas ici pour la conquête de lui-même, mais qu'il se vit fondamentalement comme humilié, comme dévalorisé, alors il se pose cette question: qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans ce lieu? Et sa grande envie est évidemment de se sauver, car face à un milieu qui nous agresse, il y a 3 attitudes à avoir. Soit c'est l'apathie, soit on est complètement chloroformé et anesthésié, soit on essaye de fuir, soit c'est la révolte. Et la révolte, l'indiscipline, c'est une manière de résister. Donc je pense qu'un élève se pose cette question: qu'est-ce que je fous là à l'école, quand il a le sentiment d'être véritablement dévalué et dévalorisé. Et je crois que moi, la grande révolution pour l'école de demain, ce n'est pas le numérique, c'est que chacun puisse développer à l'école une forme d'excellence. Et je pense que toute personne, tout enfant, tout adolescent, tout adulte a un talent particulier. Et je crois que si vraiment l'école arriver à révéler pour chacun et chacune le talent qu'il enferme, alors elle deviendrait une véritable institution hospitalière.
que l'hospitalité, c'est pas simplement accueillir tous et toutes, ce que l'on fait déjà depuis un petit moment déjà, c'est de faire en sorte que chacun à l'école se trouve chez lui. Et là, l'école deviendra vraiment un lieu hospitalier. En vous écoutant, je pensais que le mot talent avait à peu près autant disparu que le mot tact, finalement. Oui, c'est vrai. Et vous dites, alors, juste une dernière question très rapide. Vous avez beaucoup travaillé sur la sanction éducative et vous dites aussi dans vos livres que la question de la sanction est un impensé aujourd'hui de la réflexion éducative. Oui, je le pense vraiment. Quand je me suis mis à travailler fin des années 80, début des années 90, j'ai frôlé l'accusation de fasciste en m'intéressant à cette question de la sanction. Et il ne fallait surtout pas parler de cette affaire-là. Et pourtant, on continuait à sanctionner. On n'en parlait pas, mais il y avait encore des sanctions. Moi-même, j'étais en classe terminale dans le milieu des années 70, donc dans les années post-68, et je peux vous dire qu'on sanctionnait sérieusement, mais on en parlait. Et il y avait le sentiment que sanctionner, c'était une défaite de l'action éducative, de l'action pédagogique. Ouais. Et j'ai essayé de montrer que l'on pouvait réconcilier sanction et éducation, qu'on pouvait en quelque sorte refaire le geste de Kant, parce que Kant essaye de renouer la contrainte et la liberté en montrant qu'elles ne s'opposent pas, que l'on peut contraindre pour libérer l'autre. J'ai essayé, à l'image de Kant, je dis ça avec une grande modestie évidemment, de montrer que l'on pouvait renouer sanction et éducation. Voilà. Ben, écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci Éric Prérat. Et merci. Pour les gens qui nous écoutent et qu'on ne voit pas, lisez Éduquer avec tact. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François.